Radio Cultura .eus. Dans le cadre des podcasts La Bulle, conçus par Lulu, collaboratrice de Radio Cultura, nous avons réalisé diverses interviews et témoignages en lien avec la question de la douleur dans l'endométriose. Écoutez l'interview du Dr Minjot, gynécologue, qui nous parle des enjeux du diagnostic dans l'endométriose, entre gestion de la douleur et éducation thérapeutique. Je suis Charlotte Minjot, je suis gynécologue médicale et je me suis spécialisée pendant mon parcours, notamment dans la prise en charge de l'infertilité et dans la prise en charge de l'endométriose. J'exerce ici à Bayonne depuis 10 ans maintenant. C'est un métier que j'affectionne. Voilà. En fait, mon premier stage de gynéco, je l'ai effectué en parcours Erasmus et donc je suis allée à Saint-Sébastien en gynécologie et ça a été un peu comme une révélation entre guillemets. D'abord de pouvoir suivre des femmes tout au long de leur âge, puisqu'on suit des adolescentes, puis des patientes aussi après la ménopause. Puis c'est vrai c'est une spécialité pendant laquelle on établit un lien avec les femmes tout au long de leur vie qui est très enrichissant. Et c'est aussi une médecine de la femme en bonne santé quand même, parce que certes ce sont des pathologies, mais voilà, j'avais un petit peu de difficulté avec les pathologies très lourdes et tout ce qui touchait à la mort, etc. Donc voilà, c'était en partie pour ça que j'ai fait ce choix. Effectivement, j'ai mon cabinet qui est en face de la clinique et donc on travaille conjointement avec la structure de la clinique Bellara qui nous permet d'avoir accès pour la fertilité au centre de PMA et en ce qui concerne l'endométriose, parcours d'hôpital de jour qu'on a mis en place et aussi du coup ça nous permet de travailler en réseau avec d'autres praticiens qui travaillent sur site, notamment les chirurgiens qui sont là. Voilà. On a des études qui sont quand même très théoriques et puis à la fois quand même pratiques puisqu'on fait beaucoup de stages, mais clairement on n'est pas le même médecin, enfin je suis pas le même médecin aujourd'hui après 10 ans d'exercice que quand j'étais plus jeune. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de notre exercice au contact de nos patientes, à les écouter, à essayer de comprendre de quoi elles souffrent, parce que ça colle pas toujours à ce qui est marqué dans le livre. En fait, oui, les patientes nous apprennent beaucoup et de ça on essaye ensuite d'enrichir notre pratique. Pourquoi je m'y suis intéressée ? Parce que en fait, j'ai envie d'aider les patientes et de résoudre leurs problèmes. C'est très frustrant pour le patient quand il se sent pas écouté et qu'on trouve pas la solution, mais c'est aussi frustrant pour le médecin quand la patiente elle vient avec toute une symptomatologie pour laquelle on n'arrive pas à trouver l'étiquette ou la solution. Voilà, c'est vraiment pour accompagner les patientes au mieux. Alors c'est vrai que dans la prise en compte des pathologies gynécologiques, on savait pas il y a peut-être une vingtaine d'années, il y a des pathologies qu'on connaissait peu ou mal. Et donc, c'est vrai qu'il y a des raccourcis qui ont été faits certainement. C'est dans votre tête, c'est pas grave. Ça, beaucoup de patientes l'ont entendu. Mais en fait, j'avais une chef de service quand j'étais à Paris qui me disait, avant de dire aux gens que c'est dans leur tête, trouvez ce qu'ils ont. Et ça m'a marqué. Et je me dis toujours, il faut vraiment s'attacher à bien écouter les patientes pour essayer de trouver avec elles la solution à leur pathologie. Donc l'endométriose, pour caricaturer, c'est du tissu de l'endomètre, donc c'est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus, qui en fait va se propager dans le ventre des patientes. Alors il peut se localiser sur les ovaires, sur des parties du tube digestif, sur la vessie. Et une fois qu'il est localisé là, il faut bien comprendre qu'il est soumis aux mêmes variations hormonales que l'endomètre. Et c'est pour ça qu'au moment des règles,
l'endomètre desquame et donc donne un saignement, et bien ces implants d'endométriose qui sont allés se propager dans le ventre de la patiente, ils saignent en même temps, et ça c'est responsable en partie des douleurs dont elle se plaignent, avec c'est une caricature, mais en fait il y a comme une mini hémorragie interne à chaque épisode de règles qui en plus pourrait augmenter la propagation de la pathologie. Et c'est pour ça qu'un des premiers traitements qu'on propose, c'est d'essayer d'arrêter ce saignement pour éviter ces symptômes-là. Il y a une deuxième entité physiopathologique en fait de l'endométriose, c'est que donc il y a ces implants, et ces implants en fait ils vont ensuite faire comme des petites toiles d'araignée, ce qu'on appelle les adhérences, et coller un petit peu les organes entre eux dans le ventre, et donc être responsable de douleurs, donc plutôt en dehors des règles, et c'est ça qui peut donner les douleurs pendant les rapports, parfois des symptômes un peu digestifs. Voilà, donc ça c'est les douleurs qui sont responsables, les adhérences qui sont responsables de ces douleurs-là. Donc ça, c'est pour l'endométriose. Et ensuite, on a l'adénomiose. Donc l'adénomiose, c'est une pathologie qui concerne le muscle de l'utérus lui-même, où en fait, la muqueuse utérine va pénétrer dans le myomètre, comme se faufiler dans les fibres du muscle utérin pour propager cette muqueuse. Et du coup, ça fait qu'on a des utérus qui sont plus gros, plus spongieux. Et du coup, lorsqu'il y a les règles, etc., on comprend que du coup, l'utérus, il fait comme gonfler. Il est comme gonflé de sang, souvent pour expliquer aux patientes. Je prends l'exemple d'une éponge gorgée de sang. Voilà, c'est une image, mais ça résume assez bien. En fait, l'endométriose, entre guillemets, elle arrive à nous sous deux angles. Soit c'est l'infertilité, c'est des patientes qui ont des problèmes de fertilité. Alors souvent, ça, j'insiste d'ailleurs, c'est un facteur de risque d'infertilité. Mais attention, toutes les patientes qui ont de l'endométriose ne sont pas infertiles. Et puis la deuxième entrée, on va dire, c'est la douleur, avec des patientes qui ont des douleurs pendant les règles, pendant les rapports, parfois des symptômes digestifs ou urinaires. Là, c'est sur des stades d'endométriose un peu plus graves. Principalement, c'est les douleurs pendant les règles qui sont parfois accompagnées de malaise. Mais voilà, c'est les deux portes d'entrée, entre guillemets, que l'on a pour l'endométriose. Anatomiquement, c'est assez facile à comprendre. Mais après, les symptômes, ils sont souvent pas corrélés à l'importance de ce qu'on voit à l'imagerie. Donc ça, on va en parler après. Mais parfois, on a des patientes avec des tout petits nodules d'endométriose et qui sont très douloureuses. Et puis parfois, on a des patientes avec des gros endométriomes, des localisations profondes, etc. Et quand on les interroge si elles ont mal, elles disent « non, moi, j'ai rien ». Donc voilà, ça, c'est vraiment important de différencier ce qu'on voit à l'imagerie, ce qu'on voit parfois à la célioscopie quand on fait des célioscopies. Puis des fois, on tombe aussi dessus par hasard. C'est-à-dire que la patiente, on lui fait une IRM pour autre chose et puis on tombe sur des lésions d'endométriose, ou on lui fait une célioscopie pour toute autre chose et on tombe sur des implants d'endométriose. Donc en fait, il n'y a pas toujours de corrélation entre ce que l'on voit avec les yeux lors d'une opération chirurgicale, l'imagerie, et finalement la plainte de la patiente. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver d'abord à faire comprendre à la patiente, et voilà, à prendre en compte, très important, d'écouter la dame sur ces symptômes qui ne sont pas toujours corrélés à l'imagerie. Maintenant, grâce aux radiologues notamment, on ne diagnostique plus l'endométriose de la même façon. Avant, on faisait ce qu'on appelait des célioscopies diagnostiques, c'est-à-dire qu'on faisait une opération aux patientes de façon quasi systématique, et c'est comme ça qu'on donnait la stadification de l'endométriose. C'est encore le cas dans certains cas, mais pas toujours. Et en fait, maintenant, c'est vrai qu'on fait plus le diagnostic par l'interrogatoire. On a même des scores qui sont apparus. D'interrogatoire, il y en a plusieurs, et par l'imagerie qui a beaucoup progressé, notamment par la technique et aussi par, on va dire, l'œil du radiologue qui est de plus en plus performant. Voilà, ce que j'explique aussi parfois en consultation, c'est que on ne traite pas des images, mais ça c'est valable un peu dans beaucoup de choses en médecine, c'est qu'il faut traiter, c'est le symptôme et pas l'image. Souvent, il faut essayer d'écouter la plainte du patient, même si l'imagerie nous aide beaucoup et dans beaucoup de choses, c'est le symptôme qui doit être traité et soulagé.
Bien sûr, des fois, j'ai eu le cas récemment d'une patiente en fait qui avait un gros nodule au niveau digestif, qui avait pas de symptômes, mais en fait, il était comme menaçant. S'il continue à grossir, on pouvait avoir des problèmes assez importants. Donc après avis, staff, etc., finalement, il a été décidé de l'opérer. Alors qu'elle était quasi asymptomatique, mais devant l'ampleur de la... Voilà. On essaye toujours d'abord de faire connaissance avec la patiente. Moi, j'aime bien savoir son environnement, en fait, sa profession, ses loisirs, parce que c'est vrai qu'on vit pas toujours de la même façon des douleurs chroniques si on travaille à la maison que si on est debout toute la journée. Donc ça, c'est important de connaître le contexte de la patiente. Ensuite, d'abord, on informe, on explique. Donc, moi, je travaille avec des plaquettes qui sont faites par Endo-France, qui nous les remet, avec des schémas qui sont super. On a aussi des petits utérus 3D maintenant sur les ordinateurs. Donc, on leur montre ça. Ensuite, on informe aussi des conséquences qu'il peut y avoir sur la douleur, la fertilité, etc. Et ensuite, on essaye de proposer un traitement médicamenteux, mais aussi la mise en place de règles hygiéno-diététiques qui, on le sait, ont une importance dans la prise en charge des patientes. C'est souvent des consultations qui sont longues, où il faut aborder plusieurs choses. On n'arrive pas toujours à tout faire d'un coup. Et puis aussi, on essaye de répondre aux questions des patientes. Parfois, elles sont accompagnées, soit de leur conjoint, d'un parent, d'une amie. Donc, il y a des questions aussi parfois de l'accompagnant. C'est bien qu'on puisse se voir plusieurs fois. Surtout, après, on évalue les choses qu'on a mis en place. Et il y a quand même une partie assez importante sur la gestion de la douleur et l'impact de la maladie sur la vie quotidienne. Parce qu'en fait, souvent, on a des patientes qui tiennent le coup. Et en fait, finalement, les gens, ils mettent en place des choses. Quand on prend du recul, on se dit, mais en fait, j'ai supporté trop, quoi. Voilà, on essaye de dire, non, en fait, ça, c'est pas normal. On est coordonné avec les chirurgiens, donc nous, les gynécologues médicaux et spécialistes de la fertilité. Il y a cet hôpital de jour où on peut proposer aux patientes sur une demi-journée de voir l'infirmière de la douleur, une ostéopathe, une diététicienne, une psychologue, une sexologue si besoin. Et puis elle revoit aussi son médecin le même jour pour faire le point sur les traitements mis en place. Alors sur la douleur, personnellement, je suis très nulle en prise en charge de la douleur. Donc le fait qu'on ait quelqu'un qui puisse nous aider dans la stratégie thérapeutique de la douleur, c'est important. Nous, en fait, ce qu'on nous apprend en tant que gynécologue, c'est vraiment la partie hormonale, adhérence, etc. Mais la gestion d'un type de douleur plutôt qu'un autre, c'est vrai que ça, on l'a pas du tout dans notre formation. C'est en train d'être mis en place. Et c'est primordial parce qu'en fait, c'est vrai que toutes les douleurs ne se traitent pas pareil. Les douleurs spasmodiques, ça tout le monde entend bien. Voilà, on ne traite pas les mêmes douleurs. On peut traiter avec du paracétamol, des anti-inflammatoires, des antispasmodiques. Enfin, il y a tout un panel de choses. Voilà, ça, on n'est pas très bien formé, mais c'est en train de changer. Donc ça, c'est bien. En fait, l'endométriose, c'est vraiment, comme beaucoup de pathologies en médecine, c'est une prise en charge globale de la patiente. Donc, nous, on va dire, notre outil principal, c'est un traitement hormonal parce que c'est vrai que c'est lui d'abord qui va enlever les saignements menstruels, donc diminuer la pathologie. Et il faut savoir que nos patientes, en fait, elles sont dans des cercles de douleurs chroniques. Et en fait, il y a un moment, il faut arrêter le cercle vicieux parce qu'on a mal, plus on est fatigué, plus on est fatigué, plus on a mal. Enfin, voilà, on a des patientes vraiment qui sont dans ce cercle vicieux. Donc d'abord, on essaye de traiter avec l'hormonothérapie et en même temps, j'ai envie de dire, il y a tout ce qui est autour parce qu'on sait qu'il y a plusieurs composantes, notamment que c'est aussi une maladie inflammatoire, l'endométriose. Et donc, c'est pour ça qu'on met en place des mesures diététiques avec le fameux régime anti-inflammatoire, qu'on sensibilise nos patientes aux perturbateurs endocriniens, qu'on sensibilise à l'importance de la mobilité pour les adhérences, donc par l'ostéopathie, la kiné, l'activité physique aussi très importante, puisque on sait que dans la gestion de la douleur, ça va avoir un impact. Et voilà.
On sait que l'alimentation aussi, c'est pour ça qu'on a des diététiciennes qui sont formées spécifiquement pour diminuer l'inflammation qui est souvent liée au sucre, l'alcool, etc. et qui majore en fait les pathologies. D'ailleurs, les patientes, elles nous le disent aisément en consultation. Ah ben ouais, quand je mange ça, alors là, ça va pas du tout. Et aussi l'arrêt du tabac, j'ai oublié de le dire, mais il faut vraiment voir la chose. Ce n'est pas qu'une maladie hormonale, c'est une prise en charge globale que l'on fait dans l'endométriose, mais que l'on fait aussi maintenant dans beaucoup de maladies gynécologiques et en médecine en général. Je pense qu'on va plus vers une médecine globale, transversale, et ça, c'est bien. On a beaucoup de patientes qui viennent nous voir qui ont peur des hormones, pour de multiples raisons, parce qu'elles ont eu des contraceptions qu'elles ont mal tolérées, parce qu'elles ont lu, parce que y a une copine qui leur a dit que, etc. Il y a des craintes qui sont vraies, mais qui méritent d'être expliquées, informées. Souvent, c'est un manque d'information, donc on essaye de documenter la crainte. Nous, on n'est pas des pros médicaments, bien sûr. Moi, je préfère soulager ma patiente avec du sport, de l'acupuncture, une prise en charge diététique. Si ça marche, c'est top. Mais malheureusement, des fois, on a des patientes qui sont arrivées à des tels stades de douleurs chroniques et de pathologie qu'en fait, malheureusement, on sait que ça va être inefficace. Et ben après, c'est de la négo en fait avec la patiente. Voilà, on fait la fameuse balance bénéfice-risque. On explique. Et puis surtout, de toute façon, le traitement, ça c'est pour plein de choses en médecine, il marche que si la patiente elle adhère. Si on n'arrive pas à la convaincre, elle va sortir avec l'ordonnance, mais le médicament, elle va jamais le prendre. On ne force pas les patientes à prendre des traitements hormonaux. On essaye bien sûr de trouver pour elles ce qui va leur correspondre le mieux. Parfois on se trompe. Ça nous arrive des fois, on pense que ça va marcher, ça marche pas, et en plus la pauvre elle a des effets secondaires, on essaye autre chose. On n'a pas malheureusement le remède miracle du premier coup. Voilà, des fois ça demande du temps, de l'adaptation. Donc bien sûr il y a une prise en charge globale, mais des fois on ne peut pas se passer de la chimie en fait et de l'hormonothérapie parce que les pathologies sont trop avancées. Et bien sûr le médecin lui, il préfère soigner la patiente avec des choses les plus douces et naturelles, mais parfois on peut pas y couper quoi. Bon, nous, en fait, on est victime aussi de ce problème parce que, en fait, du coup, on a beaucoup de demandes qu'on ne peut pas honorer, des plannings qui débordent, donc on donne moins de temps aux gens. Ici, on est un petit peu privilégié, je pense, sur Bayonne, Anglette, Biarritz, on est bien doté en gynécologue, mais c'est vrai quand on recule dans les terres, c'est un peu moins bien. J'avoue que c'est plus des questions politiques dont je n'ai pas la solution. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment une volonté de chaque médecin individuellement d'essayer de faire mieux, d'organiser les soins. Il faut savoir que tout ça, c'est quand même aussi assez chronophage à mettre en place. On n'est pas toujours aidé par les institutions. On nous donne des textes et puis c'est débrouillez-vous avec. Mais voilà, les médecins quand même sont volontaires pour mettre en place des choses. En fait, on sait que c'est des patientes qui vont avoir des douleurs au quotidien, qui parfois impactent leur vie professionnelle, etc. C'est bien de lever le tabou, de libérer entre guillemets la parole et d'expliquer aussi parfois au travail qu'il y ait des campagnes de sensibilisation, parce que bien sûr le collègue, il peut vite faire un raccourci. Oui, elle à chaque fois qu'elle a ses règles, elle a mal. C'est trop facile. Si on explique, c'est toujours mieux. De sensibiliser aussi les compagnons quand les patientes viennent en consultation, ça c'est important, d'expliquer que c'est des douleurs qui peuvent être intenses et qu'il y a un support organique en fait. Ça c'est vrai que quand on donne les images, qu'on montre des images, les gens ils se disent oui en fait c'est pas dans sa tête parce que c'est un raccourci qui est souvent fait. Le mot de la fin, c'est pour les patientes, il faut pas entre guillemets serrer les dents et se dire que ça va passer. Voilà, l'endométriose, c'est une pathologie qui doit être prise en charge par des médecins spécialistes, qu'il faut se sentir à l'aise et bien avec l'équipe qui vous prend en charge. Voilà, il y a quand même de l'espoir maintenant, il y a beaucoup de recherches, de gens qui mettent des choses en place. Il y a l'usine du test salivaire qui est là dans les Landes, pas loin. Voilà, les choses avancent, donc il y a de l'espoir.
radiokultura.eus